J'habitais à Quilly, c'est une zone pavillonnaire. Donc mes voisins, c'est tous c'est des gens, sont tous des gens bien quoi. Bon ben, ils travaillent, moi je travaillais aussi. J'avais ma voiture, ma femme elle avait sa voiture. C'était une vie réglée comme toutes les familles quoi. Et voilà, la séparation arrive, j'arrive ici au foyer. J'avais peur. Vraiment, j'avais peur même de monter les escaliers pour rentrer dans la chambre. Et voilà, je me suis trouvé seul dans cette chambre-là. C'était de l'autre côté, au 4902. Et j'ai même déprimé à peu près pendant 15 jours, 3 semaines, tout seul comme ça. Je me suis mis face à moi-même et je me suis dit, bon, voilà, maintenant tu es comme ça. Avant tu étais comme ça et maintenant tu es comme ça. Avant tu avais tout, maintenant tu n'as rien. Tu as juste une chambre où dormir. Et je me suis dit, ben, tu as quand même quelque chose. Voilà. Tu as quelque chose. Peut-être qu'à travers cette chambre-là, tu vas pouvoir remonter la pente. On arrive, on déboule, on est complètement à l'envers. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait pas. Il y a beaucoup de choses déjà, financiers, machin. Bon. Et après, ça commence à venir. Mais il y a des gens qui disent, oh, remarque, c'est pas cher. Je travaille, c'est moins cher. J'ai envie de rester là. Hein, c'est pour nous aider. C'est pas pour faire à vie. Les foyers, quand même, c'est de la. Moi, je pense que c'est la dernière étape avant, pour beaucoup, hein, pour une population qu'on dirait française, la dernière étape avant le statut de SDF. Ouais. Oui. Et il y a de moins en moins d'ailleurs de travailleurs migrants, donc l'appellation de foyer de travailleurs migrants, à mon avis, n'est plus adaptée. Ouais, ça devient un peu des foyers de misère sociale. Ça devient un logement avant de misère sociale, un logement parce qu'on n'a pas mieux, parce qu'on n'a pas accès à d'autres logements sociaux et parce que sinon on est dans la rue. C'est le dernier, je vous dis, la dernière étape avant d'être dans la rue. C'est le problème du logement en général. On sait très bien que maintenant, même quelqu'un qui travaille, qui a un contrat... Qui a un contrat de travail ne trouve pas un logement classique parce que le prix du logement est tellement cher que voilà, il se retrouve en effet dans ce type de structure. C'est les seuls qui sont accessibles. Et donc la précarité augmente, de plus en plus de familles, dans 29 mètres carrés, avec des bébés. Que faire? On a vu même une famille avec 5 enfants dans une chambre. 5 ou 7 enfants, 5 enfants. On a fait un signalement à la mairie, c'était tout ce qu'on pouvait faire et à l'assistante sociale. D'autant plus que ces gens-là venaient du Sri Lanka, donc ils ne parlaient pas le français, ils n'étaient pas scolarisés alors qu'ils étaient en âge d'être scolarisés. Et ils étaient, je crois, une famille d'un couple plus 5 enfants, dans une chambre de 9 mètres carrés. C'est à se demander comment. Mais ça existe en France en 2006. Avant, il n'y avait pas de foyer avant. Il n'y en a pas de foyer. Il y a des hôtels chez les Arabes. C'était comment? Elle était bien. Il n'y a pas beaucoup de machin. L'habitation, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a resté, il y en a des fois resté 3, 4 dans la chambre. Alors j'habitais dans un foyer, un vieil foyer. Ici à Champigny. Un vieil foyer, là, voilà. On habitait dans un logement. Ils avaient 2 chambres. Il y a une salle à manger avec la cuisine, il y a la salle, il y a la machin de toilette. Et puis il y avait un petit douche, un petit bain comme ça. Alors, les 2 chambres-là, on avait 8 personnes. Ah d'accord. C'était des dortoirs. On avait un lit surposé. Un sur l'autre. Alors après, ils ont, à 77, je crois, ils ont construit cette maison. Après, on est revenu là, on a changé.
On a été 3 personnes dans la chambre. On avait des problèmes. Des problèmes pour... Il y en a qui mettent la radio, il y en a qui mettent la... il y avait beaucoup de problèmes. Parfois, ça arrive des bagarres. Avant, on venait à papier avec la carte d'identité, nationalité français musulman. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de carte de... Parce qu'on a été libre de passer directement. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y avait pas beaucoup de travail avant. Il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était difficile? Il y en a qui sont venus, ils ne trouvent pas de travail, et puis ils retournent. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Moi, j'étais travaillé comme manoeuvre. Je travaillais dans les rues. Et on fait le tranché comme ça pour poser les câbles électriques ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai travaillé dans les bâtiments. Dans les bâtiments aussi, j'ai travaillé beaucoup. Hein. J'ai travaillé beaucoup avec le marteau-piqueur. Marteau-piqueur, beaucoup de choses. Et travailler avec les maçons. Je suis venu ici en France, j'avais 17 ans, c'était en 1974. Voilà. Donc ici en France, dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance de trouver du travail. J'ai commencé à travailler. Je ne parlais pas bien le français à l'époque quand je suis arrivé. Je parlais le français que j'ai appris au lycée, à l'école, tout ça, quoi. Et au bout de 6 mois, donc, je me suis inscrit à l'Alliance française pour me perfectionner en français. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et tout en travaillant, quoi. Vous aviez trouvé quoi comme travail? J'ai travaillé dans la confection, dans la restauration. Et au bout de à peu près 1 an, j'ai fait la connaissance d'une copine, une Bretonne, qui faisait ses études ici. Là. Et elle m'a invité pendant 1 mois en vacances chez elle à Brest. J'ai été pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, donc ses parents y revenaient, tout ça, j'étais obligé de partir. Alors, j'ai fait du stop et j'ai atterri à Pontivy, voilà, en Bretagne. J'ai trouvé du boulot dans une usine, j'ai trouvé un appartement, et puis j'étais content, quoi. C'était bien, la Bretagne, ça me convenait bien. Il y avait beaucoup d'étrangers en Bretagne Non, à cette époque-là? On était 2 ou 3. Il y avait un Sénégalais et un Algérien à l'époque. En 1964, on était 3. C'est tout. Chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'était la douce France, voilà, en 1974. Voilà. Il n'y avait pas de problème comme aujourd'hui. C'était bien. C'était bien, c'était... C'est pas du tout la même époque. C'est pas du tout... C'était la tranquillité, il y avait du travail, il y avait du... On était tranquille. Moi, j'étais marqué par la tranquillité. J'étais marqué... C'était paisible. Voilà, c'était pas comme aujourd'hui, le stress, les problèmes à tous les niveaux. Non, en 1974, vraiment, c'était encore la douce France. Hein. Quand je chantais, c'était la chanson... Trenet. Hein? Charles Trenet. Charles Trenet, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson, la douce France. Aujourd'hui, quand je l'entends, ben, je dis, ce n'est plus la douce France que j'ai connue en 1974. C'est vrai, c'est incroyable. J'ai travaillé là-bas à Pontivy, je suis resté à peu près 2 ans. C'était super bien, j'ai passé vraiment... Et à la fin, quand j'ai voulu régulariser mes papiers, j'ai fait tout mes dossiers, tout ça, et à la fin, ça a été refusé. Alors ils m'ont dit de ne plus rester là, il faut partir. Voilà. Et là, je suis rentré en Tunisie. Je suis reparti en Tunisie. Ouais. Et là-bas, j'ai été pour... bon, je suis resté plus d'1 an en Tunisie quand même. Hein. J'ai essayé de faire mon service militaire, ben, j'étais réformé. Et juste après, ben, je suis revenu. Voilà, ici. Et quand je suis revenu en 78, ben, comme je connaissais déjà ici en France, tout ça, ben, j'ai pas eu du mal à trouver du travail. Hein. J'ai trouvé du boulot, tout ça. Et
Et au bout de 2 ans, j'ai rencontré ma femme, quoi. Et puis j'ai toujours travaillé jusqu'en 2000 où j'ai été licencié. Et après, j'ai eu quelques difficultés pour retrouver du travail. Parce que plus on avance dans l'âge, plus on a de difficultés à trouver. Mais j'ai trouvé des petits boulots par-ci, par-là, vraiment précaires. Hein. Mais je pense même, j'ai été déclaré 2 mois, 3 mois après, c'est des CDD, on arrête le contrat. Ben là, j'ai un petit boulot, mais je fais ça 1 semaine par mois, c'est tout. 1 semaine par mois ou bien des soirées. C'est pas suffisant. Mais bon, j'ai quand même une promesse, quoi. Le patron m'a promis, il m'a dit dès que le chef de cuisine il part en vacances et il part à la retraite, vous allez prendre sa place. Bon, pour moi, c'est un projet, c'est un objectif. J'espère que ça va aboutir. Mais quand Titi, lui, au début, il travaillait pas, lui. Moi non plus, je travaillais pas, moi. Mais les mecs, ils disaient, t'as pas, il donnait à l'autre. T'as pas 2 francs, hein? Non. Moi, il me connaissait pas, moi. Je parlais pas avant, hein. Et l'autre, il rêvait. Et puis j'avais des cigarettes. Il me regarde, il voulait pas me regarder. Parce que moi, je ne me parlais pas du tout. J'étais méchant, c'est vrai. Ah ouais. J'avais les reins, moi. Hein. Ouais. Puis il dit, vous auriez pas une cigarette? Je dis, oui, vas-y. Ah, le lendemain, j'ai entendu, mais le lendemain, il prend un paquet ici, il me dit, voilà, merci et tout. J'ai pas besoin de donner un paquet, moi. Si, franchement, j'ai jamais vu un mec comme toi, tu me connais pas, tu me donnes ça. Je dis, je sais ce que c'est que la fumée, je te connais pas, mais je sais ce que c'est que ça fume. Mais ça va, quoi. Alors après, il me disait, tiens, j'ai un blouson, je t'envoie un blouson, j'ai une chemise. Il m'a donné une chemise, elle est jolie, hein. Et moi, j'en prends pas. Non, je la donne à mon frangin. Bon, ça c'est un petit copain qui m'a dit, tiens, je te donne le tableau. Ah, celui-là, là? Ouais. C'est un malo, lui. Ah, Balo? Ouais. C'est quoi? Bah, lui, il s'appelle Odico. Ouais. Et c'est un résident du foyer? Foyer, ouais. Et c'est un ami ou tu le connais simplement? Un ami. Ouais. C'est un ami. Non, il y a des trucs très bien. Et t'as beaucoup d'amis dans le foyer? Dans le foyer, tu as beaucoup d'amis? Trop. Trop. Non, ils m'aiment bien gentiment. Hein. Ils sont gentils avec moi. C'est un voisin, non? Qui écoute de la musique? Non, lui, il est en bas. Ah, En bas. ah c'est en bas? Si fort? Ouais. Ok. Il s'embête. Moi, ma voix, c'est quand j'ai eu un accident en l'an 1991. J'étais à Droissy, je travaillais, j'étais au Fred, très bien. J'ai un appartement. Et puis, j'ai bloqué les portes. J'ai oublié mes clés. Il était quand même 2-3 heures du matin. Puis bon, j'ai essayé de voir s'il y a quelqu'un. Personne. C'était Et puis je voulais voir mon... C'était dans l'aéroport où tu travaillais? C'est dans l'aéroport où tu travaillais que tu avais Ah ouais, je travaillais. Ouais. Alors j'ouvre mon petit truc de... C'est un grand truc en fer, là, qui passe comme ça. Et après, bon, je voyais la vitre, mais elle était solide. Hein. Et j'ai pété la vitre. Mais en pétant la vitre, moi je me suis tombé avec. Donc je suis tombé. Il y avait quand même 5 mètres. Donc je suis tombé, mais ça m'a pas fait mal. Sur le coup. Et j'ai des gros cheveux avant, tu sais, des gros cheveux là. Puis alors quand ça coulait déjà les cheveux, c'était bien collé, mais moi, je n'ai pas vu. Puis ça coulait, mais moi je marchais, je dis, ah ben j'ai plus les clés, c'est dommage, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un ami qui me fait, oh là là Christian, tu viens chez moi. Je dis, bah non, ça va aller, je reviens à la maison, c'est pas grave. Il dit, non, allonge-toi,
t'as un truc qui coule. Tout se barrait, quoi. Ah ouais. Et j'ai eu un coma. Ah oui. J'ai eu un coma pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, les médecins ils ont dit il ne parlera pas. Non, il faut le mettre dans un hôpital spécial. N'inquiétez pas parce qu'il ne pourra pas parler, il ne sait plus ce qu'il fait. Mais ma mère, elle est venue à l'hôpital et tous les jours, elle me donnait la Bible. Alors, la Bible, je ne connaissais pas ce que ça marquait, mais je regardais quand même. Ça me faisait gai, alors hop. La télé, je ne sais pas ce que c'était, donc on ne met pas. La famille, je ne connaissais pas beaucoup. Je connaissais que ma mère. Les autres, non. Tu les reconnaissais pas? Ah, et c'est après, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Au lieu de dire, bon, bah non, ça va aller, je vais partir, ça va, au docteur, ça va, je pense que c'est bon. J'ai rien dit au docteur. Parce que je sais qu'il y avait quelque chose qui ne va pas chez moi. Alors il m'avait pris machin, et je suis parti un soir, j'ai tout enlevé. Je me suis mis en jean, on l'avait en juillet, donc ça va, il est chaud. J'avais un t-shirt, un polo, et je suis parti. Mais pour partir, je ne savais pas où aller chez moi, puisque je ne savais plus quelle rue. Et c'était à côté. Alors j'ai marché, et j'ai vu. Je rentre chez ma mère a ouvert la porte, qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai dit, je ne parlais pas beaucoup puisque je parlais à l'envers. Tu vas voir, ça s'appelle l'aphasie. Ah ouais. Alors quand même, qu'est-ce que tu me dis? Je dis, t'inquiète pas, tu sais pas ce que je dis, mais... Alors elle m'a donné dormir, un cabinet, j'ai dormi. Puis j'ai 2 frères qui me disent, mais c'est qui là, Christian? Mais d'habitude il est à l'hôpital, il est malade, il faut le mettre là-bas. Et moi j'ai dit non, vous me lâchez ici. Faut me lâcher ici. Et c'est là que ma mère a dit non, faut qu'il reste là. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Écrire, je sais pas moi, lire, des paroles un peu mieux, des phrases très bien. Puis ma mère me fait, c'est grâce à Dieu, alors vas-y, continue. Et j'ai tout continué, et puis maintenant, j'ai plus l'habitude de dire, tiens, j'ai oublié. Mais il m'arrive des fois, quand je m'énerve trop, l'aphésie, des fois, au lieu de l'aphésie, c'est je te dis, oh, il fait chaud alors qu'il fait froid. D'accord. Je me trompe, je sais, Ouais, non, il fait froid. tu emploies le mot. Et moi, je me connais. Mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me disent, on te connaît, c'est bon. Hum. Je connaissais pas la peinture, c'était une jeune fille qui m'a dit, bah essaye de faire ça. Et quand j'ai fait ça, elle m'a fait, bah, c'est vachement important, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Tu pourras le faire tout le temps. Alors je l'ai fait qu'une fois, je l'ai donné à ma mère, ma famille, tout le bordel. Bah, ils m'ont rien donné. Hein. Et j'étais content. J'ai fait du plâtre, qui fait à peu près 1m50 sur 1m50. Ouais. J'ai fait mon plâtre, qu'il soit bien lisse. Et après, je ferai 2 petits trucs comme ça, quoi. Hop. Et là, tu peux dessiner. Et tu dessines. Indirectement dessus. Indirectement. Tout est propre. Tout le monde en l'a fait dans les pays. Pourquoi pas moi? Et est-ce que tu peux me raconter, tiens, justement, ce tableau, par exemple, comment tu l'as fait? Mon tableau, j'ai été comme ça. Et puis j'ai dit, je veux être dans la mer. Je voudrais être dans la flotte, pas dans la flotte, je voudrais voir les arbres. Et moi j'ai été dans les vrais arbres, quand tu vas aux arbres, ces gens, les arbres ils sont pas toujours blancs, noirs, tout est bon, non, tout est pourri des fois. Tu dis tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des petites... tiens, on dirait un petit peu, il y a le soleil qui est loin, mais on est loin. Et là, quand tu passes comme ça, tu as l'impression de dire, tiens, on dirait une baraque là-dedans, on pourrait... je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait foutre là-dedans. Mais c'est ça qui m'intéresse. On peut tout faire. J'en ai vu des malades plus que moi, et ils essayent des choses très bien. Alors j'ai honte de dire, oh, bah, avec ça, et puis... C'est pour ça que je peux pas dire, oh, moi j'ai mal. Hein. J'arrive pas à faire ça. Moi. Je dis, bon, je suis fatigué, mais je le fais quand même.
Il m'est arrivé de dire, bon écoute, hein, Christian, hein, tes cachets, tu les prends pas. Et dans 2 jours, je ferme mes portes là, puis je dors bien, puis c'est fini, je reviens plus. C'est facile. Mais je suis un peu lâche là. Et moi, pour moi, je suis un peu. C'est fini, moi, c'est trop vieux, moi. Enfin, trop vieux. C'est pas la peine. Et quand je donne aux jeunes comme ça, c'est beaucoup de choses. Je leur donne tout ce que je peux. Tout. Voilà. Tu vois, ça c'était à Titi, ça. Ah, c'est la guitare de Titi? Mais Titi, il n'avait pas assez d'argent. Alors il me l'a donné pour rien. Ah ouais. Ça c'est espagnol, ça. Ouais, c'est espagnol. Déjà en Tunisie, la Tunisie c'est un pays francophone, donc on étudie le français, on parle français là-bas. Pour moi, je connaissais la France peut-être à travers les livres, l'histoire, même si j'étais jeune à l'époque. Ça m'était pas un pays étranger, la France, c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Le premier pays européen que j'entends mon nom à mon oreille, c'était la France. Je n'ai jamais connu d'autres pays parce que même à l'école, nous on faisait à l'histoire de la Révolution française. Bon, dès 1700, quand on a fait ça, bon, on n'a jamais fait l'histoire d'un autre pays, sauf la France. Pourquoi nous on a connu beaucoup en France? Parce qu'il y a des anciens commandants au Mali qui ont vécu en France. Bon, à notre enfance, on est causé avec eux, on dirait ouais, les anciens commandants. Ouais, c'est nous qui avons combattu pour la France. Nous-mêmes on dit, ah ouais, mais pourquoi pas nous aussi, on va combattre pour la France. Parce que les anciens commandants ils étaient un homme fort pour nous, quoi. Le moment où tu es arrivé en France, c'était en quel mois, quelle saison? Oui. On t'a accompagné à l'aéroport là-bas à Bamako. Quelqu'un est venu te chercher ici. Oui. Comment ça s'est passé? Bon, le jour que j'ai quitté à Bamako, il y a ma famille qui est partie m'accompagner à l'aéroport. À l'aéroport du Mali, on a bien causé avant le départ. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là? Oui, il y avait beaucoup de copains. J'avais 3 copains et puis ma soeur. Bon, ils m'ont tout accompagné à l'aéroport. On a bien causé. Ils ont dit à Amélie, il faut faire attention en France, il faut bien travailler, il ne faut pas s'amuser. Tu es parti pour chercher ta vie. Il ne faut pas oublier la famille. Moi, je leur ai répondu, je ferai tout pour la famille. Bon, s'ils venaient en France, j'ai demandé à mon oncle, il m'a dit que ouais, il y a des foyers des jeunes ici. Bon, comme tu sais dépanner des appareils, tu peux aller faire tour là-bas pour dépanner leurs trucs. Comme ça, tu vas avoir un peu de sous pour prendre ton ticket. Bon, je suis allé là-bas. Bon, j'ai commencé à connaître des gens. Bon, ils m'ont dirigé, ils m'ont donné des appareils à réparer. J'ai fait un petit des bricoles. J'ai réparé l'appareil de quelqu'un qui s'appelle Nyanangoro. Lui, il m'a dit, toi tu quittes où? Moi j'ai dit que je suis à Paris. Il a dit que si tu veux une place en Champagne, moi je peux t'héberger chez moi, tu payes 100 € par mois. Bon, moi j'ai dit, c'est pas un problème. Moi aussi j'ai envie de venir installer à la foyer. Bon, je l'ai parti à expliquer à mon oncle, j'ai trouvé une place au foyer, je vais aller m'installer là-bas. Il m'a donné l'autorisation, ouais, tu peux aller
Bon, je suis venu chez lui, on a fait j'ai fait 2 ans chez lui. 2 ans? Ouais, j'ai fait 2 ans chez lui. Bon, lui, comme les chambres étaient petites, lui dormait dans son lit, moi je dors par terre. Bon. Jusqu'à ce que je me suis débrouillé pour avoir une petite chambre à mon nom même. Bon. Bon, j'ai commencé à travailler dans les entreprises ménages. J'ai eu un boulot là-bas. Bon. Mais le début, c'est pas facile parce qu'au Mali, je fais ça par la ménage. Je connais même pas les serpillères là-bas. Au Mali, je connais même pas la serpillière. Bon, premier départ, mon patron m'a appelé, il m'a donné un boulot à Alfortville. Bon, il m'a donné 5 étages, 8 bâtiments à faire. Bon, il m'a demandé, tu vas faire ça de 8h à midi, ça fait 4 heures de temps. Mais mon premier départ, comme je ne connais pas, je l'ai commencé depuis 8h, j'ai fini jusqu'à 17h. Parce que je crois que si tu n'as pas fini, tu n'as pas le droit à aller à la maison pour continuer à bosser jusqu'à 17h. Je dis, maintenant c'est pas facile, mais au fil du temps, je vais le comprendre. Ce que nous, on fait comme travail ici, bon, 95% français ne fait pas ce boulot-là. Ils n'aiment pas faire comme ce type de travail. Ouais, ce type de travail que nous on fait ici. C'est pour cela que moi je me demande parfois pourquoi ils imposent notre travail ici. Bon, parce que ouais, je sais que nous on a une place ici, hein. On sait qu'on fait quelque chose pour eux. Ouais, dans mon avenir, ce qui est dans ma tête, je voulais rentrer chez moi pour travailler là. C'est ça mon idée principale. Si j'ai les fonds, je compte d'aller chez moi. J'ai quitté chez moi pour venir chercher. Si j'ai pas réussi, est-ce que je peux tourner? C'est très difficile. Parce que maintenant, au Mali, si tu as fait 3 ans sans venir, les choses vont un peu changer. Bon, toi, si tu es retourné à la main vide, bon, ça sera très mal pour toi parce que tu es sorti pour rien, tu es rentré pour rien. C'est ça qui nous oblige à rester pour avoir de l'argent. Bon. C'est pour cela qu'on dit c'est un peu sinon si les choses vont bien, on reste pas ici très longtemps. Hein. Parce que c'est mal vu en fait là-bas, c'est ça, de rentrer sans rien. Oui, c'est très mal vu. De rentrer sans rien, bon. C'est mal vu, c'est très mal vu même parce que toi tu as pris ta bagage pour venir chercher quelque chose. Si tu n'as pas réussi, bon. C'est dur de retourner comme ça, bon. Tu es obligé d'y rester pour chercher un gain. Jusqu'à ce que tu as un bon résultat. On pensait retourner quand on était venu ici, on s'est rendu compte au fur et à mesure que le retour est difficile, presque ne se fait pas. Il y a des va-et-vient. Mais le retour définitif tel qu'on l'envisageait paraît presque illusoire. Il faudrait faire une analyse sérieuse par rapport à la situation là-bas et voir comment y remédier. Parce que de plus en plus de jeunes partent. Parce que la pauvreté s'installe de plus en plus au village. Il y a une apparence de modernisation parce qu'il y a des bâtiments qui sont construits. Mais ça, c'est du trompe-l'œil, ça. C'est une misère. Qui vivent dans ces bâtiments-là, c'est des vieux et des femmes. Les hommes sont partis. Beaucoup de gens travaillent ici, prennent leur retraite, mais ils ne peuvent plus rester là-bas. Ils vont là-bas quelques mois, ils reviennent, rester dans les foyers ou chez des parents dans les cités. Parce que c'est pas évident tu restes en France pendant 30 ans, 40 ans. Tu as plus des habitudes qui ne sont plus les habitudes villageoises. Il y a beaucoup de solidarité dans les foyers. Et c'est dans les foyers que se discute l'avenir des villages.
Parce que la plupart des associations ont leur siège dans les foyers. Il y a beaucoup, presque tous les immigrés venant du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, appartiennent à des associations de leur village. Ils cotisent mensuellement pour subvenir d'abord aux besoins des familles qui sont là-bas et participer au développement des villages à travers l'investissement. Ça peut être un puits, ça peut être un forage, ça peut être une école, ça peut être une case de santé ou autre chose d'intérêt général. Donc en tant que ressortissant de ce village-là, on est obligé, qu'on vienne du Mali, du Sénégal ou de la Mauritanie, adhérer à l'association de son village. Donc, des immigrés qui vivent dans les foyers, c'est des bailleurs de fonds. Malgré leurs faibles revenus, ils investissent énormément au village pour subvenir aux besoins de leur famille et pour subvenir aux besoins de la collectivité. On ne met pas beaucoup l'accent par rapport à ça. Déjà, ils se serrent ici la ceinture. Ils se privent de tout pour solutionner les problèmes de là-bas. Au niveau du Mali, les villageois ont toujours su s'occuper, on s'est toujours su occuper de nous-mêmes. Bien vrai que nous faisons partie d'une commune ou autre, mais les villageois comptent toujours sur ces ressortissants qui viennent en France pour travailler. Ils comptent toujours, ils attendent beaucoup de nous pour essayer d'apporter les problèmes qui sont posés au niveau du village. Ils comptent plutôt sur leurs ressortissants que autre chose. Voilà. Donc c'est pourquoi nous, l'immigration à nous, le fait de venir en France, ce n'est pas pour un plaisir, mais c'est vraiment face à ce problème. Vous savez que 100% de la population de Souranguédou est agriculteur, c'est des paysans. Donc il y a eu des moments, il y a eu des années où il ne pleuvait pas du tout. La pluviométrie était quand même mauvaise. Donc ce qui a en tout cas poussé les jeunes à sortir pour aller à l'aventure, pour essayer de venir en France et trouver des solutions, avoir des moyens pour essayer d'aider les gens qui sont restés au village. Le développement quand même d'un village passe à travers l'éducation de ces enfants. Donc ces enfants, on ne pouvait pas les oublier. Et en tout cas, comme tout le monde connaît bien le problème et la situation, on s'est tous réunis. Ici, comme l'association a été créée en France, on s'est tous réunis, on a des assemblées générales, on a la réunion du bureau, on s'est tous réunis pour prendre une décision commune, pour dire que vraiment, voilà, on n'a pas d'école, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Voilà, tout le monde s'est dit, il n'y a pas de problème, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et au cours de l'une de nos assemblées générales, on a décidé de lancer une cotisation pour essayer de construire ces classes, ces salles de classe. Il y a eu 2 tranches. La première tranche, chacun a cotisé 380 € pour la première tranche. La deuxième tranche, chacun a cotisé pour 230 €. Voilà, le tout fait environ une cotisation de 600 € ou 700 € à peu près par personne. Voilà, c'est en France. Grâce à l'association aujourd'hui, on peut dire que les enfants vont à l'école. Et je crois que même si tous les enfants ne sortiront pas diplômés, il y aura quand même quelques-uns qui auront en tout cas acquis une bonne base, qui pourront désormais faire des formations, faire des stages pour apprendre un métier d'avenir qui peut leur servir tôt ou tard. Voilà, ça c'est le premier du village qui donne appui à ceux qui viennent de dire. Il explique que l'union fait la force. Quand il n'y a pas d'union, on ne peut pas signer, on ne peut pas faire de projets, on ne peut pas faire de réalisation. Donc il remercie tout le monde. Voilà. Les parents qui sont là-bas, ils remercient tous les ressortissants du village. L'aventure n'est pas du tout facile. Donc ça demande tout un tas de sacrifices. Voilà, ça c'est les phrases de salle de classe. Nous sommes confrontés à un problème de couverture sanitaire. Les enfants qui sont là-bas, ils ne sont pas suivis médicalement. Donc ça c'est un gros problème. Nous avons aussi la deuxième couche sociale plus vulnérable, les femmes enceintes. C'est-à-dire que les femmes enceintes ne sont pas aussi suivies. Alors ce qui provoque pendant l'accouchement, souvent des femmes arrivent
avoir des difficultés pour accoucher. C'est pourquoi, au niveau du village, nous avons décidé quand même de construire un centre de santé au niveau de Soangadou pour faire face à tous ces besoins. Et l'urgence aussi s'impose. Dans ce cas, on est obligé quand même de faire vite pour essayer de satisfaire en partie cette population qui attendent beaucoup de ces ressortissants. On ne peut pas vivre en immigration en se coupant de son village, de sa famille. Non. Et là, le foyer entretient cette mentalité. Comme on vit ensemble, on entretient cette mentalité. Parce qu'on rêve de développer son village. On n'est pas venu ici par plaisir, c'est parce qu'on est poussé par la misère. Si tu vivais dans le foyer, jamais tu n'oublieras jamais ton pays. Si chaque fois que tu vois quelqu'un, il a dit « Ah, moi je travaille bien, j'ai envoyé quelques sommes là au pays. » Si tu attendais ça, toi aussi tu vas avoir du cœur, tu vas dire « Lui il a fait ça au pays, moi aussi je l'ai fait. » Tu te bouscules trop pour moi. Mais est-ce que aussi, ce système-là, est-ce que ça ne nous empêche pas de penser à nous-mêmes? La tendance à vouloir résoudre tous les problèmes des familles, des villages là-bas, est-ce que ça ne nuit pas à notre existence ici? Parce qu'on se prive du tout, presque. Tu ne vas pas au cinéma, tu ne vas pas au restaurant, tu ne vas pas en vacances en Europe, en France, etc. Parce que ton désir, c'est d'aider ceux qui sont là-bas. Des fois, on a tendance à s'oublier soi-même, à vouloir aider les autres. Parfois, tu oublies toi-même. Hein, on s'oublie. Ouais. Non, je ne savais pas qu'en France, les gens dormaient à 3 dans une petite chambre ou à 4 même. Parce que dans les foyers, les gens ils dorment même dans la couloir, partout. Bon, je ne savais pas ça. Même il y a beaucoup de gens au Mali, ils ne savent pas que les gens vivaient dans ces conditions-là. Parce qu'ils croyaient qu'en France, on est dans des conditions meilleures. Mais même si tu as expliqué, ils ne savaient pas parce qu'on fait tout, on n'achète rien, on fait tout pour un peu économiser, aller travailler. Bon, s'ils ont vu que tu es venu un peu d'argent, ils disent que la France, c'est bien. Alors que si tu es ici, tu sais que la vie française, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on n'a pas de choix. Je crois qu'avec les médias maintenant, les Maliens, ils sont en train de vivre beaucoup de choses qu'avant ils ne savaient pas ça. Parce que maintenant, ils sont en train de comprendre un peu la difficulté de la France ici concernant les immigrés. La retraite, moi j'envisage de... Parce que comme mes enfants sont ici, moi je pense que ma vie maintenant elle est faite ici en France. Hein. Elle n'est plus en Tunisie, ma vie. La Tunisie, je vais là-bas pour voir la famille ou en vacances. Ben, si j'arrive à la retraite, je peux y aller aussi pour voir la famille aussi, c'est tout. Mais sinon, ma vie, moi c'est ici. J'ai ma fille que j'aime beaucoup, j'ai mon fils aussi. C'est beau la France quand même, c'est un beau pays. C'est vrai. Malgré les problèmes qui existent, tout ça, je pense que la France, c'est un bout de sauvetage pour pas mal d'étrangers qui sont venus vivre ici. Je pense qu'ils ne le regrettent pas. Pourquoi pas? Bonsoir. Pakistan. Ça va bien? C'est un ami pakistanais. Ouais, tout le monde vient chez moi, on va causer. Des gens qui habitent dans le foyer? Ouais, des gens qui habitent dans le foyer. Tout le monde vient chez moi, on cause, on prend des thé. Ils sont très sympas, les gens du foyer aussi. Bon. Ouais, donc les gens du foyer, donc tu ne fréquentes pas seulement les Maliens, quoi. Tu es ami aussi avec des Pakistanais, des Chinois. Ouais, moi-même, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai des amis dans toutes les races un peu, quoi. Mais parce que moi aussi, ça est dans ma tête, tout le monde sont les mêmes, quoi. Quand on habite dans un endroit où il y a des gens de différentes origines, c'est un Sénégalais, c'est un Malien, c'est un Tunisien, c'est un Algérien, c'est un Marocain, c'est un Portugais, c'est un Italien.
une richesse énorme à tous les niveaux. Quand vous sentez les odeurs de cuisine, chacun prépare un repas de chez lui, un plat de chez lui, et c'est vrai, c'est une richesse, hein, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Ouais, je trouve. J'ai quand même rencontré des gens ici au foyer qui sont comme moi, avec leurs problèmes, mais c'est des gens simples, et puis j'ai discuté avec eux, on s'est rassurés les uns et les autres, et on a commencé par avoir une espèce de solidarité, rien que dire bonjour à son voisin, ou discuter 5 minutes avec son voisin de la chambre, qui a aussi des problèmes, qui vous raconte ses problèmes, c'est soulageant. Je connais beaucoup de personnes du foyer, sans connaître leur prénom, quoi. Et au niveau de ça, on a des liens quand même. On se dit bonjour, bonsoir, comment ça va, et on appelle ça. J'ai un copain qui habite à l'étage. Je vais le voir dans l'après-midi. J'en ai un autre qui vient le midi, il vient chez moi. Le soir, je compte chez lui. La plupart, ils savent mon prénom. Mais quand je leur demande comment on écrit, ils ne savent pas. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui viennent me voir pour faire des papiers ou lire leur courrier. Il y en a un que je connais le plus et il est parti en vacances chez lui en Kabylie. Je connais ses enfants sans les connaître, même sa femme, parce que je lui ai fait des papiers pour la carte de transport à 50%. Et au niveau du livret de famille, j'ai vu que sa première femme était décédée, qu'il s'était remarié avec une autre femme. Et j'ai vu comment, au niveau des enfants, combien il en avait, quoi. Et avec lui, tous les deux, on s'entend bien, quoi. Alors Pascal, vraiment, j'ai de l'admiration pour lui, parce que non seulement il a surmonté pas mal de difficultés pour se soigner, pour faire des cures d'amaigrissement, pour soigner son diabète, pour suivre médicalement des formations au niveau professionnel. Il a essayé de se réinsérer. Maintenant, c'est très difficile pour trouver un travail. Nous l'avons orienté vers certaines structures de réinsertion. Il a été accompagné un peu à Paris, je lui ai donné des adresses, etc. Et ça continue. En espérant qu'un jour, grâce à sa formation en culture biologique, il trouve un boulot, sera marché pour la vente de produits bio. J'ai travaillé dans la sécurité. 10 ans de ma vie, j'ai donné dans la sécurité. Je vivais au Péreux. J'avais un appartement avec une demoiselle métisse. Et l'appartement il était à nous, quoi. Vous étiez propriétaire? On était propriétaire de l'appartement, quoi. D'accord. Et dans l'histoire, l'appartement, je l'ai perdu. Elle est retournée chez elle il y a 18 ans, l'âge de mon fils. Et moi, je me suis retrouvé à la rue, quoi. Et c'est comme ça que j'ai perdu plein de papiers. Et j'étais obligé d'aller dans un hôtel d'urgence. Non, un foyer d'urgence. Je restais un mois là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré une autre fille, quoi. Et après ça s'est enchaîné, j'ai trouvé une fille. Après j'ai retrouvé un travail. Et c'est un travail dans quoi? Dans la sécurité. Dans la sécurité aussi.
Et au bout de 3 ans et demi, ils m'ont licencié, quoi. Avec l'aide des autres collègues. Avec d'autres collègues qui ont été licenciés aussi. Ils m'ont... on appelle ça harcèlement moral. Ils m'ont fait craquer, quoi. Ah ouais. Pour que c'est moi qui vienne plus au boulot. Pour pas payer l'ancienneté, quoi. Ah ouais. Et pourquoi ils ont fait ça? C'était moi le plus ancien du comment ça s'appelle, du site. Et puis comme j'habitais dans un terrain de camping, pour l'image de marque du site, il voulait plus de moi, quoi. Je connaissais pas le foyer ADF. Si je l'aurais connu avant, ça serait passé autrement, quoi. Ça se trouve, j'y serais encore. À Évry, en train de travailler. Et de là, après, pour un patron, quand il te demandait où tu habitais, même foyer ADF, pour un patron, c'est pour ça qu'ici, moi, je ne mets pas foyer ADF, je mets appartement. Oui, tu donnes l'adresse. 8 rue de l'Égalité, mais l'appartement, comme si c'était un appartement, quoi. Ouais, parce que sinon, forcément, c'est un échec, c'est ça? Ouais. Maintenant, j'ai fait un stage de 2 mois et demi dans le bio. Mais maintenant, vu l'état de ma jambe, qui me fait toujours mal, je voudrais chercher dans un qu'on appelle ça, dans une entreprise ou au service courrier, quoi. Et ça, c'est un boulot qui pourrait me convenir. Et j'avais fait une demande au truc du CAT à Champigny, mais comme je suis à 40% de la cote REP, je peux pas rentrer dans le... 40% de la cote REP, c'est quoi exactement? C'est plus bas, quoi. Je suis simplement travailleur handicapé. Ouais. C'est tout. J'ai le droit à rien d'autre. Ah oui. Ils peuvent me payer des stages, c'est tout. Pour l'instant, tant que je travaillerai pas, vaut mieux que je reste dans le foyer, quoi. Parce qu'à l'extérieur, avoir un appartement, payer l'électricité, l'eau, l'assurance, quand tu travailles pas, c'est impossible. De toute façon, notre espoir, c'est que ce genre d'établissement soit complètement revu dans le bâti, dans le fonctionnement, dans sa gestion. Je pense qu'il y a une population qui mériterait quand même d'être mieux traitée. Je ne souhaiterais pas passer ma vie ici, dans une chambre de foyer. J'aimerais bien, je souhaiterais avoir un appartement où... Là, pour l'instant, je suis jeune, j'ai 49 ans, mais quand on arrive à 60 ans, admettons 65, 70, si Dieu nous accorde la vie, vivre dans une chambre de foyer, ça devient très difficile. Quand j'avais le contrat à durée indéterminée, que j'étais faire ma demande, ben, on ne m'a rien donné. 3 ans après, et tous les ans, je renouvelle la demande de logement. Et maintenant, quand je veux les voir, ils veulent absolument des fiches de paye et un CDI. Alors que je suis au RMI, ils me disent avec le RMI, vous ne pouvez rien avoir. Bon, ils ont peut-être raison. Mais moi, je dis, même avec le RMI, je peux quand même avoir un 2 pièces au HLM ou même un studio plus grand qu'ici, lequel je pourrais payer tranquillement. Avoir un studio au HLM, c'est mieux que d'être dans une chambre de foyer, que je paye 320 € par mois. Mais c'est quand même un bouée de sauvetage, une chambre de foyer. Il ne faut pas non plus dire que les chambres de foyer, c'est pas bien, ceci, c'est là. C'est un bouée de sauvetage quand on a un problème dans la vie, comme ça, surtout de logement.
c'est un beau sauvetage pour nous permettre de résoudre le problème et être mieux, quoi. Mais sinon, moi, je ne regrette pas mon passage dans le foyer. Ça m'a sauvé la vie, quoi. Je veux dire, au lieu d'être dans la rue ou bien d'avoir des problèmes pour trouver un autre logement, ben voilà, j'ai trouvé cette chambre-là et ça me permet de voir la vie autrement, surtout. Parce que je me dis, je ne suis pas le seul qui a des problèmes, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des problèmes et il ne faut pas se plaindre, ça s'en sort, quoi. Ça fait 6 ans que je suis là, je me considère chez moi ici au foyer aujourd'hui, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ça dure, cette habitude-là, cette routine-là, il faut la changer. En ayant un appartement, en ayant autre chose. Voilà, quoi. Moi, je partirai d'ici en gardant un souvenir, je me disais, voilà, c'est un passage dans ma vie, un tournant de ma vie, voilà, qui m'a marqué, quoi. Moi, tu dis. Forme. Tranquille. Et j'ai même déprimé à peu près pendant 15 jours, 3 semaines, tout seul comme ça. Je suis mis face à moi-même et je me suis dit, bon voilà, maintenant tu es comme ça, avant tu étais comme ça et maintenant tu es comme ça. Avant tu avais tout, maintenant tu n'as rien. Tu as juste une chambre où dormir. Et je me suis dit, ben tu as quand même quelque chose, voilà. Tu as quelque chose. Peut-être qu'à travers cette chambre-là, tu vas pouvoir remonter la pente. On arrive, on déboule, on est complètement à l'envers. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses déjà, financiers, machin. Bon. Et après, ça commence à venir. Mais il y a des gens qui disent, oh, remarque, c'est pas cher. Je travaille, c'est moins cher. J'ai envie de rester là. Hein, c'est pour nous aider. C'est pas pour faire à vie. Les foyers, quand même, c'est moi je pense que c'est la dernière étape avant, pour beaucoup, hein, pour une population qu'on dirait française, la dernière étape avant le J'habitais à Queuilly, c'est une zone pavillonnaire, donc mes voisins, c'est tous des gens, sont tous des gens bien, quoi. Bon ben, ils travaillent, moi je travaillais aussi, j'avais ma voiture, ma femme elle avait sa voiture, c'était une vie réglée comme toutes les familles, quoi. Et voilà, la séparation arrive, j'arrive ici au foyer. J'avais peur, vraiment j'avais peur même de monter les escaliers pour rentrer dans la chambre.
Et voilà, je me suis trouvé seul dans cette chambre-là. C'était de l'autre côté, au 4902. Statut de SDF. Ouais. Oui. Et il y a de moins en moins d'ailleurs de travailleurs migrants, donc l'appellation de foyer de travailleurs migrants, à mon avis, n'est plus adaptée. Ouais, ça devient un peu des foyers de misère sociale. Ça devient un logement avant de misère sociale, un logement parce qu'on n'a pas mieux, parce qu'on n'a pas accès à d'autres logements sociaux et parce que sinon on est dans la rue. C'est le dernier, je vous dis, la dernière étape avant d'être dans la rue. C'est le problème du logement en général. On sait très bien que maintenant, même quelqu'un qui travaille, qui a un contrat... Qui a un contrat de travail ne trouve pas un logement classique parce que le prix du logement est tellement cher que voilà, il se retrouve en effet dans ce type de structure. C'est les seuls qui sont accessibles. Et donc la précarité augmente, de plus en plus de familles dans un 9 mètres carrés avec des bébés. Que faire? On a vu même une famille avec 5 enfants dans une chambre. 5 ou 7 enfants, 5 enfants. On a fait un signalement à la mairie, c'était tout ce qu'on pouvait faire et à l'assistante sociale. D'autant plus que ces gens-là venaient du Sri Lanka, donc ils ne parlaient pas le français. On habitait dans un logement. Ils avaient 2 chambres. Il y a une salle à manger avec la cuisine, il y a la salle, il y a la machine de toilette. Et puis il y avait un petit douche, un petit bain comme ça. Alors, les 2 chambres-là, on avait 8 personnes. Ah d'accord. C'était des dortoirs. On avait un lit surposé. Un sur l'autre. Alors après, ils ont, à 77, je crois, ils ont construit cette maison. Après, on est revenu là, on a changé. On a été 3 personnes dans la chambre. On avait des problèmes. Des problèmes pour... Il y en a qui mettent la radio, il y en a qui mettent la... il y avait beaucoup de problèmes. Parfois, ça arrive des bagarres. Avant, on venait à papier avec la carte d'identité, nationalité française musulmane. Il n'y a pas de carte. Ils n'étaient pas scolarisés alors qu'ils étaient en âge d'être scolarisés. Et ils étaient, je crois, une famille d'un couple plus 5 enfants, dans une chambre de 9 mètres carrés. C'est à se demander comment. Mais ça existe en France en 2006. Avant, il n'y avait pas de foyer avant. Il n'y en a pas de foyer. Il y en a des hôtels chez les Arabes. C'était comment? Elle était bien. Il n'y a pas beaucoup de machin. L'habitation, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a resté, il y en a des fois resté 3, 4 dans la chambre. Alors j'habitais dans un foyer, un vieil foyer. Ici à Champigny. Un vieil foyer, là, voilà.